propose de vous présenter le Margin Calculator, donc le code qu'on a implémenté. Pour rappel, il y avait eu une présentation à peu près il y a 1 an, je crois, où on avait surtout parlé d'Elixir et de Phoenix. Donc Elixir, je fais un rappel rapide, c'est un langage fonctionnel à typage dynamique qui s'exécute sur une machine virtuelle qui est la machine virtuelle d'Erlang. Principale particularité d'Elixir, c'est d'être très adapté à la concurrence parce que chaque objet est un process dans Elixir, mais un process au niveau de la machine virtuelle Erlang. Ce qui veut dire que tout est complètement parallélisé. Comme c'est un langage fonctionnel, il y a normalement pas d'effet de bord, tout est immutable et du coup ça évite les problèmes de gestion de la mémoire, les race conditions et les choses comme ça. Et donc il y a tout un tas de choses. Donc c'est un langage qui est orienté acteur, il me semble. Je débute, donc je ne sais pas encore vous dire exactement à quoi ça correspond la programmation orientée acteur, mais ce que ça veut dire globalement, c'est que tout s'exécute dans son process et tout communique par des bus à événements. Par-dessus, donc, on a le framework Phoenix qui est particulièrement intéressant pour moi. Moi, comment dire, la fonctionnalité, la particularité qui m'a convaincu avec Phoenix, c'est le fait que le framework est full stack. C'est-à-dire que tout est rendu côté back-end, donc c'est du full SSR, mais vous avez quand même des interactions dynamiques avec une page web. Vous pouvez faire des pages web qui sont dynamiques, comme si vous aviez un framework front-end, sauf que vous avez tout codé en Elixir. Je vous montrerai comment ça se passe. D'abord, une présentation pour ceux qui ne connaissent pas très rapide du Margin Calculator. Donc chez Edwin, on a un modèle de marge. L'entreprise prélève une marge fixe sur nos salaires. Du coup, ça nous permet d'avoir une liberté, de décider de ce qu'on fait avec la marge qui nous reste. D'où l'idée d'avoir un outil qui nous permet de prédire combien on va avoir de marge. Donc, il a été déployé dans un environnement qu'on peut considérer un environnement de production il y a à peu près 1 mois ou 2. Donc, on a le salaire annuel, le nombre de jours, le TJM, le nombre de jours des staffing, la quantité de formation, la quantité d'achats divers. Ça nous donne la marge initiale, la marge finale et le package annuel. Et donc, on peut faire moduler tout ça. Là, j'ai été un peu radical. Hop, voilà. C'est la marge que tu récupères si tu ne touches pas à ce qu'il y a en dessous. Si tu fais 0 déstaffing, 0 formation, 0 achat. Alors, comment c'est codé tout ça? C'est évidemment codé en TDD. Donc, on a une classe employee. Employee. Donc, voici du code Elixir. Donc, on a un module employee. On a considéré que c'était ce qui représentait un employé avec ses caractéristiques. Et donc, cet employé, là, on a ses attributs. Alors, Elixir, comme je disais, est un langage à typage dynamique. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de type là. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que c'est une tendance très lourde. Tous les langages à typage dynamique rajoutent des outils qui permettent de typer. Que ce soit JavaScript avec TypeScript, que ce soit Python avec tout un tas de choses comme MyPy ou PyWrite. Et donc, Elixir contient ce qu'on appelle Dialyzer, qui est un outil externe qui fait de la vérification de type. Je n'ai pas encore d'avis arrêté sur dans quel cas il faut typer, dans quel cas il ne faut pas typer. Je pense que ça peut être l'objet d'une présentation. J'ai quand même mis, moi j'ai mis des types parce que je pense que si par exemple, ah oui pardon, ils sont là les, alors j'étais où là? Ah voilà, ils sont là les caractéristiques de l'employé. Donc là, je crois que si je fais
fais hop, test. Non, il se plaint pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a quand même des choses, mais là, il se plaint pas. Bon. Et est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas ici. Alors, donc on part de l'employé. L'employé, il a un salaire annuel, il a un TJM, il a un nombre de jours qu'il travaille par an, et il a ce que j'ai appelé des bénéfices, c'est-à-dire des avantages. Je vous montrerai ce que c'est. Et l'employé, il a une entreprise. Les avantages, c'est, on pourrait dire, les avantages en nature, donc des congés en plus, de la formation, une somme de formation, et d'autres, les achats, quoi, les achats divers et variés. Et ensuite, il a un employeur qui est l'entreprise. Donc cette entreprise, elle a une marge fixe. Pour le moment, elle est vraiment fixe, même si dans la réalité, elle est dégressive. Ça fait encore partie des choses qui restent à implémenter dans l'application. Là, on considère, sans se poser de questions, qu'on prend une marge fixe de 30 000. Je disais qu'il y a des tests unitaires avec ça. Donc, on a un employee test. Et donc, voilà comment on fait des tests. C'est assez simple. On fait des assertions. Donc là, vous voyez un constructeur. Alors, en fait, donc ça, employee, là, c'est une structure. Mais en Elixir, les structures de données sont un peu émulées. En fait, c'est des maps. Derrière, c'est des maps. Et en fait, en Elixir, vous pouvez faire, je sais pas, my map égale c'est %, hop, et fou, hop, bar. Voilà, là j'ai défini une map. Et là, en fait, j'ai appelé le constructeur de la structure employé, employee, qui a une map qui est une map avec, enfin une map avec un nom, quoi. Donc un nom de type, si on veut, qui est employee. Là, j'ai appelé le constructeur, donc, qui est une fonction que j'ai définie dans la structure, que j'ai attachée au module employee. Non, c'est pas un mot-clé. Je peux le renommer. Lui, il sait pas faire des renommages, mais je peux le renommer où. Donc là, le test ne devrait plus passer. Voilà. Mais si je le renomme fou, le test passera. Donc non, new n'est pas un mot-clé. Si je fais, ça, c'est une définition de type, donc, qui sert au type checking. Je pourrais l'enlever, l'application marche toujours. Et là, on définit la structure avec comment dire, ses valeurs initiales. Ouais, exactement. Donc ensuite, on peut faire tout un tas de choses. Donc par exemple, là, j'ai une map et j'ai l'opérateur pipe qui me permet de prendre la map et de modifier un certain nombre de mots-clés dans la map, enfin de clés dans la map plutôt. Donc en fait, je crée une map qui contient un employee et ouais, c'est un peu comme un unpack en JavaScript, quoi. Au final, ça ressemble à ça. Dans les méthodes, alors là, je suis au mauvais endroit. Donc, on a. Alors, je vais tout de suite passer à l'interface. Donc, ça, c'est margin live.
Donc, je vais peut-être dézoomer si ça vous dérange. Non. Comme ça. Est-ce que c'est toujours lisible? C'est bon? Si je fais margin live, donc là, on a un template. C'est le template de la page web que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est généré côté back-end. Et donc là, on utilise des outils, des fonctions qui viennent avec Phoenix. Donc par exemple, form. Donc en fait, ouais, c'est deux fichiers différents. À droite, j'ai du HTML. Là, tu vois, en bas, c'est margin live HTML X. Et à gauche, j'ai marginlive.ex, c'est de l'Elixir. Donc X, c'est un langage une librairie templating, je pense qu'il doit être généraliste en Elixir. Et on, on s'en sert pour générer des formulaires. Donc il y a tout un tas de macros dedans. Donc là, par exemple, je peux définir un libellé. Donc là, c'est le libellé salaire brut annuel. On lui a affecté une classe et donc ça correspond à ça et donc ça permet d'avoir le style. Et après, là, on peut appeler des fonctions. Alors non, là, ça c'est pas un appel de fonction, c'est une autre des fonctions standards d'Elixir. Et après, normalement, à un moment, là, par exemple, j'utilise la fonction colorizeFloat qui est à côté là. Donc en fait, ça, alors déjà, ils sont côte à côte. Tu as le EX et tu as le X qui sont côte à côte dans le file system. Et ensuite, tu as, je crois que c'est un fonctionnement par convention qui fait que quand tu as un EX avec un HTML X à côté, il les met ensemble. Phoenix les met je crois que c'est ça. Et donc la particularité, comme je disais, c'est que donc si je alors voilà, là on a le cœur de Phoenix. Donc on a un événement qui s'appelle Change Salary. Oups. Et celui-là, il doit être référencé. Non. Il doit être... Voilà. Il doit être référencé quelque part là. Voilà. Dans le formulaire, on spécifie à quel événement correspond une modification d'un champ. Hop. Et si on regarde, oups, je ne vais pas faire ça. Si on ouvre l'inspecteur, je fais ça. Alors, est-ce qu'on voit? Ah voilà. Hop. On voit une WebSocket. Donc c'est peut-être pas là. Et donc si je fais une modif là, donc on voit les échanges là entre le front-end et le back-end. Et donc on voit que le front-end envoie l'événement change salary avec des données et que normalement, voilà. Donc là, on voit que le back-end répond dans la WebSocket avec les modifications du DOM. Il y a moyen de modulariser, mais je pense que ça renvoie la racine du formulaire. Je pense que tu as un événement qui est défini là, qui est au niveau du form. Donc tout ce qui se passe dans le form, c'est envoyé au back-end et le back-end recalcule le form et le renvoie au front-end. Et donc tout ça, c'est gratuit. J'ai fait aucune configuration. J'ai créé un nouveau serveur, une nouvelle application Phoenix. J'ai créé mon contrôleur et ma vue, en gros, quoi.
et il me met en place toute l'infrastructure en termes de communication WebSocket. Et donc là, on voit qu'on a une socket en paramètres, et donc cette socket, on lui a assigné une propriété qui s'appelle employee, donc c'est l'employé avec toutes ses propriétés. On fait des modifications. Donc, en fait, comme on reçoit des strings, on les parse en int. Donc, comme c'est des maps, on peut utiliser les fonctions de merge des maps directement sur mon objet, ma structure employee. Et ensuite, je renvoie ça à la socket. Donc, je lui dis, tiens, voici l'employee mise à jour. Il recalcule la vue et il renvoie le fragment de HTML à l'interface. Alors, effectivement, derrière, si je regarde dans... je pense qu'il doit y avoir des choses. Bon. Il y a tout un tas de choses. Évidemment, c'est minifié, mais donc on voit qu'on utilise des live sockets. On peut faire une passe sur le code métier. On peut continuer. Donc là, en fait, ce qu'on fait, donc j'utilise la fonction update props. Donc je l'ai déporté dans une fonction parce que c'est ce qui est utilisé aussi à l'initialisation. Donc là, on a une fonction mount qui est la fonction. Donc ça, c'est une fonction standard qui permet d'initialiser le composant, quoi. Donc on instancie l'employé et on fait update props. Et dans update props, en fait, on dit l'employé, c'est l'employé et son package, ben, on le calcule. On calcule le package. Et donc là, on a toutes les fonctions métiers qu'on a implémentées. Donc, compute actual turnover. Donc là, on calcule voilà, le TJM fois le nombre de jours. On calcule le chiffre minimum qu'on doit générer pour pouvoir générer la marge que Edwin récupère sur notre salaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le salaire brut avec les cotisations. Donc, les cotisations, donc c'est le salaire fois le taux de cotisation. Et donc, le taux de cotisation, donc ça, c'est des choses que Michael nous a, en fait, on l'a construit avec Michael. C'est Michael qui nous a fait des specs. Et voilà, le taux de cotisation, il nous a dit, c'est 1,5. 1,44. Alors là, compute annual package, le package annuel, ouais, on divise par 1,44 parce qu'il y a des impôts et des choses comme ça, quoi. Donc voilà, après, il y a tout un tas de calculs. Je ne sais pas combien il y a de fonctions là-dedans. Function, voilà, il y a tout ça comme fonction. Get social contribution rate. Donc là, alors ça, c'est un truc, il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de constante en Elixir et que en lisant la doc, il disait bah, faites plutôt des fonctions, quoi. Voilà. Bah, ça, c'est la valeur du salaire journalier. Donc, c'est-à-dire le salaire. Ah oui, c'est ça, on prend le salaire brut en incluant les cotisations et on divise par le nombre de jours par an. Donc, on calcule en gros combien on génère de chiffres par jour en moyenne. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la primitive obsession? Il y a un truc qui s'appelle les sigils. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu dis. Alors, Elixir.
Donc, si vous voulez apprendre Elixir, vous commencez, vous faites pas comme moi, vous allez sur le site d'Elixir et c'est le Getting Started. Ah ben, ils ont évolué leur Getting Started, mais ouais, vous suivez le Getting Started et c'est déjà, vous apprenez déjà beaucoup de choses. Et il y a notamment les sigils qui permettent de définir des macros qui font que euh, par exemple, là, tu as automatiquement une expression régulière. Je ne sais pas si ça correspond à ce que je veux dire. C'est-à-dire une espèce de sucre syntaxique pour dire, donc tu fais un tilde R pour dire ceci est une. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, je propose je propose de conclure en disant que le projet est sur le Gitty de Edwin que Romain a mis en place. Et on avait commencé sur GitHub. Et Romain a travaillé pour qu'on ait des infrastructures propres à Edwin. Voilà, donc je répète pour la vidéo, on a un serveur Gitty dans l'infrastructure d'Edwin, qui est donc Gitty, c'est un clone de GitHub qui est codé en Go, qui est très léger, enfin qui est plutôt léger, qui est open source, que vous pouvez, moi à une époque je déployais ça sur mon Raspberry Pi chez moi. Et donc il y a à peu près les fonctionnalités attendues sur GitHub, dont de la CI avec Drone CI. Alors, pourquoi Gitty plutôt que GitHub? Je prends le casque de Nico. Du coup, ouais, c'est principalement pour des raisons de coût, hein. Là, en gros, le VPS où il y a l'hébergement, le drone CI, enfin, il y a 3 VPS en tout, ça coûte 9 balles par mois. Là où une instance GitLab, GitHub machin, dès qu'on veut de la collaboration entre équipes, etc., c'est tout de suite des prix faramineux. Et franchement, pour le nombre de projets qu'on a, il y en a pour l'instant 2 qui sont sortis en 2 ans. Ça, voilà, ça justifiait pas d'avoir une infra d'entreprise, ouais, monter que ce cluster Kubernetes, ce genre de choses. Voilà, pour l'instant, c'est hyper simple, mais ça suffit. Voilà, c'est de l'auto-hébergement, ça suffit très bien pour l'usage en gros qu'on en a. Et on pourra bien sûr le faire évoluer au fur et à mesure des besoins, mais voilà. Donc là, il y a le Git, il y a la CI aussi hein, qui est branchée, mais là, je crois que on n'a pas spécialement défini de YAML pour faire des trucs sur la CI, parce que Nico vient juste de le passer sur Git, mais c'est des choses qu'on peut faire, ouais. La CD sera branchée dessus. Après, ça va être juste, enfin, je sais pas si tu connais GitHub Actions ou GitLab CI, c'est juste en fait, du bash hein, qui sera défini dans un YAML. Et en gros, l'idée, c'est que, en gros, sur notre pipeline, enfin sur notre serveur d'hébergement, on pourra déployer après simplement en SSH des binaires compilés qui seront du coup stockés sur Git. Et il y aura un système qui va automatiquement les redéployer, tout ça. Et je rajoute sur Gitty que si tu veux héberger du GitLab, tu as tout de suite une infra qui vient avec des caches, des bases de données, etc. Alors là, il faut aussi une base de données, bien sûr, mais Gitty, c'est un binaire. C'est un binaire, tu le lances, t'es parti. Sans rien installer avant. Voilà. Merci à tous et à toutes.